Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur le podcast Il y a de la joie dans tes oreilles. Je suis Orlane Dupont et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Stéphanie Marie. Bonjour Stéphanie. Salut Orlane, ça va? Oui, et bonjour à tout le monde. On dit coucou aux copains quand même, à tous ceux qui nous écoutent. Hello. Donc Stéphanie, tu es thérapeute, formatrice, superviseur, spécialiste des blessures psycho-émotionnelles familiales et de l'enfance, la créatrice aussi de l'approche Libé. Et aujourd'hui, eh bien, tu vas nous parler de ton chemin spirituel, de tes découvertes, de tout ce qui se passe, j'allais dire tout ce qui s'est passé un petit peu à l'intérieur de toi pour être la personne que tu es aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, merci à toi pour ta confiance et puis d'avoir accepté cette invitation. Alors, dans les premières questions, j'ai envie de te dire, de te poser comme question, où est-ce que tu en es là, toi, aujourd'hui, dans ta vie de femme, juste dans le présent? Comme disent les Canadiens, présentement, tu en es où? Là, tout de suite, maintenant. Alors dans ma vie de femme thérapeute, dans ma vie de femme au quotidien, dans J'allais ma dire, vie dans ta vie de en lien femme, avec le chemin justement spirituel ou alors le chemin spirituel, moi, c'est ce qui m'intéresse, mais j'ai envie de te dire, comme tu es tout à la fois, dis-nous ouais. ce que tu as envie tu nous partages là où tu en es, voilà, ce que tu as envie de montrer Ok. de toi et de dire de toi, voilà, avec tes mots. Ouais, alors du coup, moi j'ai envie de dire, je suis déjà une maman de deux enfants, de deux ados qui ont 17 ans, des jumeaux, parce que je suis le genre de personne qui fait pas les choses à moitié. Non, je plaisante. Et je suis, je suis une thérapeute engagée aussi depuis peu dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants et engagée dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent aller libérer, travailler sur leurs blessures, les blessures du passé, les blessures familiales, comme tu le disais, les blessures de l'enfance, parce que voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait que les personnes sont souvent dans des systèmes de blocage dans leur vie, dans des freins, on va sûrement en parler puisque ça a fait aussi partie de mon chemin, dans des freins, dans des blocages, dans des croyances qui leur permettent pas d'avancer. Et donc moi, je suis vraiment très engagée, notamment sur les réseaux sociaux, pour communiquer autour de ça, pour que les gens prennent conscience qu'en fait, ça se passe à l'intérieur d'eux et il y a des choses qu'on peut aller travailler en soi pour pouvoir changer en fait ce qu'on vit dans notre vie au quotidien. Donc aujourd'hui, je suis cette femme-là, cette femme qui est effectivement maman dans sa vie, maman solo, en tout cas aujourd'hui, et qui est thérapeute et qui est vraiment engagée avec, si tu veux, ce sentiment d'avoir une mission qui est de permettre aux gens de bouger sur ce terrain-là, qui est ce terrain des blessures, mais aussi cette mission d'engagement vis-à-vis des enfants. Moi, je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur, donc finalement, tout ça a du sens, ça a mis du temps à venir, mais de protéger les enfants contre les violences qui leur sont faites dans l'enfance, parce que derrière, voilà, les impacts sont juste parfois dramatiques pour l'adulte qu'ils deviennent. Mhm. Mais tu nous parles d'enfants et d'enfants intérieurs, et j'ai envie de te dire que c'est les deux à la fois finalement. Les enfants par rapport à leur âge et l'enfant intérieur des adultes que nous sommes. On est d'accord? Et oui, les enfants actuels sont les futurs enfants intérieurs de demain. Et les enfants intérieurs des adultes d'aujourd'hui sont les enfants d'hier et du passé. Donc, effectivement, tout est relié. Mhm. Et quand tu nous Donc, j'ai parles, envie de travailler, si tu veux, je travaille sur maintenant les adultes, mais aussi de prendre le truc à la racine et aussi d'être dans cet accompagnement pour qu'on prenne en compte que les enfants sont des êtres vulnérables, sensibles, précieux et qui sont l'avenir. Mhm. Et quand tu parles d'engagement, donc j'ai senti la conviction en toi, la mission. Qu'est-ce que c'est concrètement pour toi cet engagement qui me paraît, enfin qui est vivant, qui vibre, mais concrètement, comment tu t'engages toi par rapport à ça? Alors, moi, mon engagement, il est déjà dans mon métier au quotidien. Mhm. Il est dans l'accompagnement des adultes, hein, comme je te le disais, sur un travail thérapeutique en profondeur pour aller guérir son enfant intérieur, déjà le comprendre, l'explorer et aller le guérir. Il passe par la formation, tu disais, créatrice de l'approche Libé. Effectivement, c'est une approche
psychothérapeutique où on va travailler à la fois sur le champ psy et à la fois sur le champ de reprogrammation du subconscient et de l'inconscient, euh, où là, je vais aller former des thérapeutes pour que eux-mêmes puissent aller faire ce travail. Donc, l'idée, c'est de déployer en fait ce travail-là le plus largement possible en formant d'autres thérapeutes à la manière dont moi je travaille. Parce que elle a fait ses preuves et que je vois les transformations, j'ai pu voir sur toutes ces années les transformations de mes clients. Donc ça, c'est dans mon aspect, on va dire, professionnel. Et puis aujourd'hui, là, depuis début 2024, c'est l'engagement plus à titre bénévole. Je vais rejoindre des associations, notamment. C'est pas encore fait, donc je vais pas les citer aujourd'hui parce qu'on sait jamais ce qui va se passer, mais des associations pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants et l'inceste. Et puis, ce que j'aimerais aussi, mais là, c'est pareil, c'est les balbutiements et j'en suis à mes réflexions, ça va être de faire de la prévention, de la sensibilisation pour qu'on repère, pour aider au repérage des enfants qui sont victimes et d'accompagner ça en fait. Notamment, tu vois, je pense aux sophrologues, aux hypnothérapeutes, tous ces métiers où on reçoit des enfants, où on applique des protocoles et où finalement on se pose pas forcément la question de pourquoi l'enfant il vient avec un problème d'énurésie, par exemple, à 10 ans. Il y a un souci. Je dis pas que tous les enfants qui font de l'énurésie sont victimes de violences sexuelles, mais c'est une possibilité et c'est important que les thérapeutes soient sensibilisés au fait que là, il y a quelque chose à aller juste peut-être ouvrir la parole à l'enfant pour qu'il puisse s'exprimer s'il y a un souci. Et les choses bougent beaucoup, hein. On en entend parler à l'heure où on enregistre ce podcast. Le mouvement MeToo est en train de prendre une ampleur phénoménale. Oui, oui, et sachant que c'est pour les enfants, j'allais dire pour les... MeToo, c'est beaucoup pour les femmes, et n'oublions pas quand même tous ces hommes aussi, parce que je pense qu'on en parle beaucoup moins. Et personnellement, je Ça crois qu'il vient. y a beaucoup d'hommes qui ont besoin qu'on puisse Ouais, avoir, en tout cas, qui ont besoin, me semble-t-il, d'avoir un espace de parole et d'écoute qui aujourd'hui est encore beaucoup trop petit évidemment. pour eux. Alors, on va revenir sur ce... Moi, j'ai plein de questions du coup qui me viennent. Mais avant d'aller dans tout ce qui est thérapeutique, j'allais dire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, en tout cas autant que possible, ton chemin spirituel? Parce que si c'est une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de t'entendre et puis de partager. Toi, voilà, où est-ce que tu en es aujourd'hui spirituellement en tant que, on parlait de femme, en tant que femme spirituelle, c'est quoi le spirituel pour toi et qu'est-ce qu'il y a derrière pour toi? Comment tu l'es dans ton quotidien aujourd'hui. Et puis après, on ira vers regarder un petit peu, j'allais dire dans ton enfant intérieur, enfin une petite blagounette, mais en tout cas, on ira regarder un petit peu dans où est-ce que ça a démarré tout ça. Et si tu peux nous raconter un petit peu ton approche spirituelle aujourd'hui. Ok, on va essayer d'être structuré. Aujourd'hui, je considère que je suis sur un chemin. Je suis là où je suis. Je saurais même pas dire est-ce qu'il y a un curseur qui dit que je suis ici ou là? J'en sais rien. Je suis sur mon chemin. Je pense comme chacun, euh, mon chemin d'éveil, oui, de spiritualité, de connaissance de moi, de conscience de moi. Euh, Aujourd'hui, si tu veux, ma spiritualité, j'essaye de l'incarner au maximum et surtout de rester incarnée. Tu sais, à un moment donné, j'étais partie, comme beaucoup de gens, je pense, dans cette fuite spirituelle, dans l'ego spirituel, qui fait qu'on n'est plus du tout connecté à notre vie, on est complètement, moi je dirais, un peu perché sur d'autres plans. Et finalement, je pense que ça, on y passe un peu tous. Et c'est une phase qui est probablement normale, mais qui est finalement, j'ai pas envie de voir déjà ce qui se passe pour moi, donc je fuis. Et puis, il y a aussi ce côté, je pense, quand on se reconnecte ou qu'on se connecte à sa spiritualité, à quelque chose de plus grand, à son âme. Après, chacun utilise les mots qu'il veut, au divin en soi, etc. Il y a comme, tu sais, je trouve comme une nostalgie de l'ailleurs. C'est comme si c'était quelque chose on le connaît, on se dit ah j'ai reconnecté à ça, puis finalement du coup on est en train de quitter ce qu'on a à vivre.
présentement et ce qu'on a à vivre présentement, bah, c'est la matière. Et moi, aujourd'hui, je suis dans une phase où justement, je reviens vraiment beaucoup dans la matière tout en étant dans ma spiritualité. Mais, et c'est aussi ce qui fait, tu vois, que cet engagement dont je te parle dans la lutte contre les violences faites aux enfants, je me rends compte que ça, par exemple, c'est quelque chose qui aurait pu venir bien plus tôt. Parce que j'ai ce côté guerrière, j'ai ce côté engagé, je suis juriste de formation, je pense que j'ai pas fait du droit pour rien, il y a ce côté justicière en moi. Et tu sais, avec les injonctions du développement personnel, en tout cas celles que moi j'ai reçues, perçues et puis que j'ai intégrées surtout, puisqu'après c'est une question de choix personnel, hein, je crois, que j'ai intégré, c'était ah mais non, il faut être dans l'amour, il faut regarder que ce qui est beau, parce que si on regarde ce qui est sombre, bah, finalement on vient alimenter le sombre, etc. Alors je suis assez d'accord avec ça, mais en même temps, si tout le monde fait ça, ben, en fait on fait rien bouger et on n'aurait jamais rien fait bouger dans le monde. Tout le monde s'est réjoui de l'inscription de l'IVG récemment dans la Constitution, mais il a fallu des luttes pour ça. Et donc tu vois, c'est là où pour moi aller dans ce combat ou dans cette lutte, c'est pour moi aussi revenir dans la matière, mais je reste connectée à cette spiritualité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très bien, très bien. Je vois rien que dans tes mouvements. C'est-à-dire que t'as été perché et puis tu reviens à la matière et aujourd'hui tu fais le lien. Mais on est bien, hein. C'est ça, c'est Ouais, c'est ça. faire le lien. Faire le lien. Et je suis toujours, tu disais comment ça se manifeste dans mon quotidien. Alors moi, clairement, je suis pas le genre de personne qui aime méditer, par exemple, pendant des heures. J'y arrive pas, c'est pas mon truc. Pareil, tu vois, pendant longtemps, je me suis jugée de ça en me disant, ah, mais en fait, je suis pas assez spirituelle, je suis pas assez là-haut, etc. Aujourd'hui, bah non, j'accepte, c'est pas un truc, en tout cas à maintenant, c'est pas un truc dans lequel je prends du plaisir, qui m'apporte. C'est quelque chose qui vient plutôt générer une forme de stress chez moi. Mais ça va être plus dans la connexion au monde subtil. Alors, pas comme toi, hein, je sais que tu es dans le chamanisme, mais euh, je vais être très attentive aux synchronicités, j'en reçois beaucoup. Je sens que je suis guidée à tous les jours, comme diraient les Québécois, que je suis guidée à tous les jours, que je suis portée, que j'ai appris à voir les portes qui s'ouvrent, à voir quand des opportunités arrivent et je ressens en fait que ces opportunités, elles ont du sens pour moi. Euh, je, je capte en fait euh, une forme de guidance, voilà, quotidienne. Et alors, si on Et parle de c'est ça, pas de remettre mon pouvoir à l'extérieur, parce que ça, je l'ai fait aussi à un moment donné, qui était de toujours attendre de ce monde subtil d'avoir les réponses qui vont me permettre à moi d'avancer. Aujourd'hui, c'est plus une sorte de collaboration. et alors si on parle de ces sensations que tu as et ces intuitions, on peut parler d'intuition, ouais? Ouais. Comment tu les ressens justement? Tu les ressens dans ton corps? Tu les ressens, j'allais dire, comment tu sais, quels sont les indices, j'allais dire, subtils hein, qui font que tu sens que c'est la bonne direction ou que ça l'est pas? Et ouais, comment tu le vis justement subtilement? Ah, c'est intéressant ta question et c'est pas facile de répondre. Ça me fait penser, euh, quand je suis en séance aussi avec des clients, tu sais, parfois j'ai cette chose fulgurante qui arrive qui est, ah, c'est ça, c'est ça la problématique et c'est ça la source du problème. Et généralement, c'est juste. Au début, j'ai eu du mal à me faire confiance, mais c'est juste. Et c'est un peu ça, tu vois, c'est comme cette sensation, ça passe et par en tout cas pour moi, j'ai la sensation que ça passe et par le corps. Il y a une sorte de moment qui dure, mais vraiment une fraction de seconde et qui est de l'ordre comme une sorte d'euphorie interne. Enfin, je sais pas, un truc comme si toutes mes cellules, pendant un instant infiniment court, se mettaient toutes à popper. Mhm. Et au niveau de la tête, tu vois, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est vraiment comme ça, en tout Complètement, cas, mais moi, j'aime que je le beaucoup la ressens. façon dont tu l'expliques. Hein. Pour ça, en fait, c'était un petit peu pas très gentil de ma part, parce que je trouve que c'est tellement difficile d'expliquer avec des mots que je trouve ça intéressant
de l'entendre de ta bouche et de savoir comment toi comment Et j'ai tu mis du le ressens. temps Mhm. à... Moi, je suis quelqu'un qui est... Et d'ailleurs, dans une grosse partie de mon travail, il y a beaucoup d'analytique. J'ai aussi, voilà, je suis plutôt d'obédience psychanalytique, jungienne, etc. Donc, l'analytique est là. Je suis quelqu'un qui est très dans le mental. Euh, alors, beaucoup moins maintenant, mais c'est quand même aussi ma force. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à lâcher ce mental et être plus à l'écoute de ce que je ressens et de m'autoriser à me dire que, bah oui, en fait, oui, c'est ça. Euh, et pour ça, mes clients aussi m'ont beaucoup aidé. Le fait d'avoir ces moments de clairvoyance ou je sais plus, c'est pas que je sais plus, c'est que je sais pas quel mot exact poser dessus, clairvoyance, claircognition, j'en sais rien, mais ces moments où tu sais, et du coup, quand tu partages à ton client, il te dit, bah oui, effectivement, j'ai vécu ça. Mhm. Et là, tu te dis, ok, t'apprends à te faire confiance, en fait. Mhm. Alors, c'est plus facile quand ça touche à toi-même que quand ça touche aux autres, parce que quand ça touche aux autres, c'est toujours, surtout quand tu es thérapeute, tu sais, hein, c'est de faire attention de ne pas venir projeter et transférer sur nos clients ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui pourrait nous appartenir. Mais, euh, mais je trouve que ouais, des clients m'ont beaucoup aidé quand même à affiner ça et à apprendre à me l'approprier. Mhm. Mhm. Et pour revenir sur ta spiritualité, ces sensations que tu peux avoir ou ton intuition, aussi loin que tu te souviennes, j'allais dire, quels sont les premiers moments où tu as senti justement que tu avais une intuition, qu'elle pouvait être juste et qu'elle pouvait t'aider dans ton quotidien pour prendre des décisions ou sentir quelque chose qui allait t'arriver et que tu étais dans la fluidité, en tout cas que c'était la bonne direction. J'arriverai pas à te dire quand ça a commencé. Après, tu vois, j'ai des moments là qui me viennent, des moments importants. Alors déjà, quand j'étais jeune, bon, peut-être comme beaucoup de gens, hein, je faisais du spiritisme. J'adorais tout ce qui était en lien avec les esprits, etc. Sauf que ça fonctionnait vachement bien et que je me suis fait très très peur parfois. Donc j'ai coupé ça. Mais tu vois, c'est des choses pareilles qui sont revenues dans ma vie là il y a quelques années avec des décès de gens de ma famille où j'ai été réveillée en pleine nuit par des images qui m'ont traversé la tête et je savais que la personne était décédée. Je me souviens quand mon oncle est décédé il y a quelques années aussi, c'est pareil. J'ai eu cette sensation que chez moi, j'étais plus toute seule, quoi. Il y avait du monde. Je sentais que mon père, qui est décédé aussi, était revenu. Euh, tu vois, c'est tous ces moments-là qui aussi mis bout à bout fait que bah, tu finis par t'approprier des choses, mais je me souviens pas d'un moment où je me suis dit, euh, ça n'a pas été une révélation en fait, ça a été vraiment des petits pas. Et je crois que les petits pas, ils passent aussi par le travail sur soi, de se reconnecter. Alors moi qui étais très dans le mental, de se reconnecter justement à mon corps, à mes sensations. J'étais quelqu'un qui a des années-lumière de ce que je suis aujourd'hui. J'étais quelqu'un qui était ultra coupé de ses émotions. Donc ça a été tout un apprentissage, réapprentissage qui m'a permis de progressivement capter toutes ces petites choses. Et c'est juste magique. C'est juste magique. Et quand tu nous partages justement ce réapproprier, aller dans ses émotions, euh, moi je te connais pas bien. Est-ce qu'on peut imaginer que je fais une caricature hein, et tu me dis si je suis complètement à côté de la plaque. Le côté juriste, droit, la caricature, j'allais dire, c'est un peu de contrôle, un peu de rigidité. Voilà, c'est la caricature, hein, on est bien d'accord. Et peut-être couper de ses émotions. Comment tu as fait, toi, le passage vers tes émotions et peut-être nous partager comment tu as réussi à ouvrir, hein, j'allais dire, ton corps à ces émotions pour être plus, j'allais dire, plus captante, mais ça n'existe pas, mais en tout cas pour capter plus les énergies, etc. Est-ce que c'est juste ce que je dis ou ben voilà, tu modèles Oui, comme tu oui, c'est juste. mais Bien sûr. Oui, oui, c'est juste. Alors déjà, sur la caricature, bah, c'en est pas vraiment une, tu as raison, hein. De toute façon, on va pas vers ces métiers, vers nos métiers
sans raison. Donc, déjà, moi, tu vois, pour faire le lien aussi avec ce que je fais aujourd'hui, c'est quand j'étais enfant, je voulais être juge pour les enfants, pour protéger les enfants, déjà. Euh, mais ça, tu vois, je l'ai mis de côté, etc. C'est aujourd'hui, je l'avais en tête, travailler avec l'enfant intérieur, etc. C'est pas anodin pourquoi je suis allée travailler avec l'enfant intérieur. Mais aujourd'hui, quand je vois tout ce dans quoi je m'engage et tout, je comprends que finalement, depuis le départ, il y avait ce fil conducteur qui était vraiment la protection de l'enfant. Euh, et, et donc, juriste, il y a le côté rigide, mais il y a aussi le côté justicier, justement. Le côté, j'ai envie que la justice soit faite, quoi. Même si après, je suis partie dans le droit du travail, donc rien à voir, j'étais plutôt dans les ressources humaines, mais il y a ce côté humain aussi. Euh, mais comment j'ai fait ce travail-là, en fait, ça a démarré avec le décès de mon père. Ça a démarré avec le suicide de mon père en 2009, où ça a été pour moi un écroulement à ce moment-là. Et là, je suis allée voir, j'allais déjà voir quelqu'un, je faisais déjà du travail sur moi, etc., parce que j'ai vécu des choses compliquées aussi dans ma vie. J'ai eu le papa de mes enfants, quand je l'ai rencontré quand j'étais jeune, qui est tombé gravement malade. Donc, il a fallu voilà, traverser la maladie, mais vraiment à un stade très avancé. Pendant que je suivais mes études, j'étais jeune, c'était mes premiers pas dans la vie d'adulte et je me retrouvais confrontée à la mort, la peur de la séparation, etc. Donc, il a fallu que j'aille me faire aussi accompagnée pour être soutenue. Et quand mon père est décédé, là, ça a été très compliqué pour moi. Donc, pareil, euh, d'aller aussi me reconnecter, voilà, m'autoriser à pleurer, à être triste, parce que moi, mon père est décédé, si tu veux, c'était le lendemain, j'étais au boulot et je faisais comme si de rien n'était. Tout le monde me regardait, ça va, Stéphanie, puisque c'est vrai qu'un suicide en plus, c'est pas rien pour l'entourage. Et non, moi j'étais, bah oui, oui, ça va, tu vois. Euh, donc la thérapeute qui m'a accompagnée m'a aidée à aller voir cette tristesse, cette peine. Et puis après quelques années, j'espère que ce sera cohérent et compréhensible. Mais donc ça, c'était en 2009. Et puis, à côté de ça, j'avais une super carrière dans les RH, etc. Et j'ai fait un burn-out en 2014, début 2015. J'ai fait un burn-out. Et là, avec la thérapeute qui me suivait, on a été travailler sur justement qu'est-ce qui m'arrivait. Et j'ai pris conscience que il n'y avait pas que ça, mais que j'ai pris conscience que je m'étais construite une identité qui n'était pas la mienne, que je m'étais construite en rapport avec mon père, parce qu'on m'avait dit que j'étais comme mon père, ambitieuse comme mon père, et que finalement j'avais construit ma carrière, euh, cette identité de femme forte, qui a besoin de personne, qui a pas d'émotion, qui y va, qui sait ce qu'elle veut, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça, c'était pas vraiment moi. Donc cette thérapeute qui m'a accompagnée m'a aidée à progressivement, en fait, me désidentifier de cette personne à laquelle je m'étais identifiée et d'aller retrouver ces émotions-là. Et pour moi, qui suis très dans le mental, il a fallu passer par ce que aujourd'hui moi je propose aussi à mes clients, hein, c'est des états de conscience modifiés qui te permettent justement de lâcher ce mental et cet ego et de te protéger, mais qui finalement t'enferme et d'aller dans ces états de conscience qui te permettent d'aller davantage dans ton corps et dans ton cœur. Et là, c'est vrai que c'est pas évident parce que tu te retrouves confronté, en tout cas moi, je me suis retrouvée confrontée à des émotions que j'avais pas l'habitude de ressentir. La tristesse, de la colère, ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'impuissance. C'est c'est déstabilisant. C'est déstabilisant, j'allais dire que c'est confrontant aussi, et puis et en même temps, il y a ce courage. Quand on est thérapeute, on honore aussi le courage de nos clients, j'allais dire, parce qu'on sait combien ça peut être extrêmement déstabilisant. Et
et comme on dirait qu'il y a beaucoup de peur qui arrive, cette peur de l'effondrement, je crois. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de Ouais. l'effondrement et de pas se sentir suffisant. En fait, c'est la peur d'ouvrir la boîte de Pandore et de se dire qu'est-ce qui va se passer si je l'ouvre. Et puis peut-être que tu peux aussi parler enfin, nous partager ça. C'est souvent, me semble-t-il, la peur de revivre le trauma. Qu'est-ce que je fais si je revis le trauma et je n'ai pas envie que mon thérapeute me fasse revivre le trauma. On peut parler de ça un petit peu, justement, ces états modifiés de conscience. Qu'est-ce qui fait que la personne ne va pas revivre le trauma et va se sentir en sécurité? Euh, C'est marrant, Orlane, parce que tout ce que tu viens de dire, c'est exactement mot pour mot ce que m'a dit une de mes clientes hier, qui m'a dit, ouais, qui m'a dit, voilà, j'ai peur d'ouvrir la boîte de Pandore, j'ai peur de m'effondrer, que si j'enlève cette carapace, j'ai plus de protection en fait, et que ce soit très compliqué. Euh, je pense qu'il faut avoir aussi cette honnêteté de, de se dire que quand on veut vraiment aller en profondeur, travailler sur ces blessures, ces traumas, c'est difficile. Et effectivement, ça demande du courage. Et il n'y a pas de toi, t'es plus courageux, etc. C'est pas ça. C'est que juste, il faut avoir conscience que ça va être difficile. Difficile ne veut pas dire je vais m'écrouler, mais il va y avoir des phases qui vont être compliquées. Après, c'est là que je pense qu'il faut bien choisir son thérapeute, d'avoir un thérapeute qui a marché le chemin avant. C'est hyper important parce que quand le thérapeute a marché le chemin, il sait comment créer l'espace pour que ce soit fait en sécurité, qu'il y ait les jalons sécuritaires qui soient posés. Il sait, sans faire de projection de transfert, mais il sait où sont les zones où on peut basculer, parce qu'effectivement, un thérapeute qui s'y prend mal, ça peut avoir des conséquences pour un client, parce qu'il n'y a pas les sécurités, les fusibles qui sont mis pour que la personne elle puisse y aller en sécurité. Et les états de conscience modifiés dont tu parlais, effectivement, ils permettent d'aller retoucher des choses. Mais là encore, je pense que c'est pas état de conscience modifié égale sécurité, c'est thérapeute égale. Pour moi, c'est vraiment le thérapeute qui va permettre cette sécurité-là. Bien sûr, la personne, elle a ses propres ressources à l'intérieur et notre job, c'est d'aller aider la personne à aller connecter à ses ressources. Mais il n'y a pas que ça, surtout quand il y a du trauma. Quand il y a du trauma, il n'y a pas que ça, il y a vraiment le thérapeute qui est lui-même euh, un pilier sécuritaire pour le client. L'état de conscience modifié, pour moi, il permet d'aller atteindre des zones que le mental et l'ego essayent de barricader, mais il faut quand même que le thérapeute, il sache le faire de la bonne manière. Et ça, pour moi, ça passe par avoir fait le job pour soi. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, j'ai tout fait. Moi, je suis toujours en travail sur moi et voilà, je vais dans des espaces parfois que j'ai jamais explorés, parfois dans des espaces que j'ai déjà explorés, mais dans des couches plus profondes. Mais enfin, je sais que tu es thérapeute aussi et quand on fait ce travail sur soi et qu'on accompagne nos clients sur ce chemin qu'on a nous-mêmes aussi marché, on voit bien que ce qu'on propose et la manière dont on le fait, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus sécuritaire que certaines personnes qui vont accompagner sur des chemins où ils ne sont jamais allés, en fait. Alors Stéphanie, j'avais une question aussi à te poser. Tu nous parlais de marcher le chemin. Et effectivement, quel est par rapport à ton engagement dont tu nous as parlé au début, des blessures psycho-émotionnelles et de ces enfants, de ton engagement auprès des enfants et puis de la prévention auprès des enfants qui ont vécu des incestes notamment, comment tu en es arrivé, toi, à cette question, enfin, cet engagement-là, qui est un engagement tu nous l'as dit tout à l'heure, il y a MeToo, on en parle beaucoup, mais quel est ton constat, toi, et quand tu marches ton chemin, justement, en tant que thérapeute? Ouais, c'est vrai que quand tu travailles sur l'enfant intérieur, du coup, les gens vont venir partager.
euh, leur intimité d'enfant, ce qu'ils ont pu vivre quand ils étaient enfants. Et puis parfois aussi, ils vont même eux redécouvrir ou redécouvrir des choses qu'ils ont vécues, qu'ils avaient enfermées dans une boîte. Tu parlais de la boîte de Pandore, qui sont venus enfermer dans une boîte. Et puis là, dans cet espace-là, ça se présente parce qu'ils sont prêts, à le regarder. Et la réalité, c'est qu'on se rend compte que les violences intrafamiliales, il y en a beaucoup, et que les violences sexuelles, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, effectivement, on en entend parler, avec notamment le travail qui a été fait par la Ciivise et le juge Édouard Durand, et puis toute son équipe. On sait que un enfant sur 10 est concerné, 3 enfants par classe à peu près, ce qui est énorme. Et effectivement, dans les cabinets, on se rend compte que il y a beaucoup de gens qui ont été concernés. Et plus, moi, me suis aussi beaucoup intéressée à ça, aux mécanismes, à pourquoi les gens oublient aussi, qu'est-ce qui fait qu'ils vont faire des amnésies, dont on parle aussi beaucoup en ce moment, comment se passe le processus, etc. Et du coup, plus on s'intéresse à ça, plus on se rend compte qu'on a dans nos cabinets aussi des gens qui ne se rappellent pas. Mais nous, une fois qu'on a cette connaissance aussi, on peut détecter en fait que y a des symptômes dans les schémas de vie, dans le fonctionnement de la personne, où on peut se dire ah là il y a peut-être eu quelque chose, pas forcément de l'inceste, mais peut-être de la violence, peut-être de la maltraitance psychologique, physique, etc. Et, et du coup, bah, tu sais, c'est un peu ça, c'est que quand tu mets ton regard sur les choses, tu les vois de plus en plus. C'est pas que tu les fais grossir, c'est que tu les vois. Et du coup, moi, de les voir, et comme mon truc, c'est l'enfant intérieur, forcément, à un moment donné, j'ai envie de me dire, mais il faut aller à la source. Et j'ai lu un bouquin qui s'appelle Le corps n'oublie rien, d'un psychiatre, je ne sais plus quel est son nom, je crois que c'est Bessel, Van Bessel ou Bessel Van quelque chose. En tout cas, le titre, c'est Le corps n'oublie rien, qui est extrêmement bien fait sur tout ce qui est lié au stress post-traumatique. Et ce qu'il dit est très juste, il dit l'État dépense énormément d'argent, les sociétés dépensent énormément d'argent sur des politiques de lutte contre, je sais pas, contre les accidents de la route, contre l'alcool, contre des violences dans le couple, etc. Mais il explique qu'en fait, la source de tous ces maux-là, elle se situe chez l'enfant, en fait. L'enfant qui a été maltraité, bah derrière, effectivement, peut-être qu'il va devenir alcoolique et que du coup, il va avoir des conduites dangereuses. Peut-être qu'il va devenir violent, peut-être qu'il va reproduire des choses, etc. Et du coup, pour moi, c'est vraiment de se dire, OK, moi, je travaille sur les conséquences pour aider les adultes à sortir de ce qu'ils ont vécu. Mais je crois que ce serait bien aussi que je sois à la racine. Après, il y a tellement de combats, il faut les choisir aussi. Mais d'être aussi à la racine pour accompagner cette, cette démarche de prévention, de repérage et d'aide, en fait. Comment on vient en aide à ces enfants-là? Parce qu'aujourd'hui, le système n'est pas fait pour. Le système n'est pas fait pour et il y a pas d'endroit non plus forcément pour les accueillir ou pour les entendre, surtout, je crois. Euh, Oui, et puis il n'y a pas de protection. Enfin, tu vois, après, bon, on pourrait en parler aussi pendant des heures, mais tu vois, les femmes qui viennent aussi dénoncer des actes, notamment de violences sexuelles que subissent leurs enfants avec leur père, quand c'est le cas, on leur enlève leur enfant et les enfants partent dans des foyers ou même sont remis au père. C'est juste aberrant le temps de la procédure parce qu'on va dire que la femme, elle fait de l'aliénation parentale, etc. Donc, il y a tout un système qui est à revoir, je pense, pour protéger les enfants, mais des violences en général. Un enfant, c'est vraiment de se dire que un enfant, c'est vulnérable, c'est précieux. Et ce qu'on fait à un enfant, ça peut le marquer toute sa vie. Et on le voit en thérapie. Parfois, des blessures, et c'est ce que j'explique aussi aux thérapeutes que je forme, c'est qu'il n'y a pas de degré de blessure. C'est pas parce que j'ai été victime
d'un père qui m'a, par exemple, mis des coups, que je vais être plus blessée dans l'adulte que je suis que quelqu'un qui a eu un père qui ne disait rien et qui faisait peur par son regard. Il n'y a pas de degré en fait, parce que c'est comment moi, enfant, enfin comment l'enfant l'a perçu, l'a intégré, les peurs que ça a créé chez lui. Et un enfant, il a besoin de sécurité avant tout, Mm. affective et matérielle. Mm. Et quand je t'entends parler comme ça, je repense effectivement en thérapie, en tout cas, quand on étudie un petit peu toute cette partie-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui se jouent dans l'enfance. Et les adultes que nous sommes, on est imprégnés de tout ce qu'on a pu vivre dès le ventre de notre mère jusqu'à l'âge de raison, hein, à peu près. Bon, après, c'est d'autres traumas, mais c'est vrai que là, ils sont vraiment imprégnés dans le corps. Et pour revenir sur cette relation au corps, justement, toi, par rapport à ce que tu proposes, tu nous as dit hein, tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le corps. J'ai envie que tu nous donnes un petit peu ton secret quand même, mais comment tu travailles justement, les outils que tu utilises pour débloquer le corps de ces traumas qui peuvent être liés de l'enfance. Et après, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que si on pose la question, si on fait un petit sondage dans la rue, je me demande si tous les gens n'ont pas vécu un trauma, en fait, hein, en tout cas des blocages très importants Bien sûr. dont ils ne parlent pas. Euh, mais ça, c'est en aparté, j'allais dire, de se dire que ça me met plein de tristesse là, de me dire, oh là là, il y a plein de gens qui ont vécu des choses difficiles. Mais comment on peut le débloquer? Comment toi, tu l'utilises dans le corps? Comment tu ressens les choses et comment on peut le débloquer dans le corps? Tu peux nous raconter un petit peu ça? Oui, et puis ce que tu dis aussi, avant juste de te répondre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas forcément de leur trauma, mais même qui n'en ont pas conscience en fait, c'est-à-dire ils se sont tellement convaincus que c'était pas grave ou que c'était rien ou que c'était normal que même quand on a une discussion de proche, la personne est vraiment convaincue que non, il n'y a pas de problème, c'est vraiment, il faut aller le chercher à l'intérieur. Alors, certains diront, bah, pourquoi aller le chercher? Puisque la personne ne voit pas qu'elle a un problème. Oui, mais à un moment donné, même si elle ne voit pas qu'il y a ce problème-là, ce problème, il vient se manifester dans des scénarios de vie, dans des situations qui ne sont pas agréables, dans des schémas professionnels, des relations, peu importe, mais il y a quand même quelque chose qui amène de la souffrance à la personne. C'est juste qu'elle ne voit pas à quoi c'est relié. Après, comment on fait pour aller le rechercher? Ben justement, pour moi, ces états de conscience modifiés, moi, j'utilise l'hypnose humaniste. Donc, j'utilise les états de conscience augmentés, en fait, qui permettent d'augmenter légèrement ton niveau de conscience pour pouvoir avoir accès à ton inconscient. Et effectivement, le corps, quand je dis je passe par le corps aussi, c'est aussi de mettre la personne en mouvement et de mettre le corps au service aussi de la séance. Quand on fait de l'hypnose, par exemple, ça peut être intéressant, mais pas toujours, je ne le fais pas systématiquement, mais de faire bouger la personne pour que le corps aussi se rappelle. Soit intégré au travail de récupération de l'information, on va dire. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple, c'est un exemple que j'ai pu déjà prendre parce il était tellement fort. C'était une de mes clientes qui avait des problématiques de surpoids importants et qui n'arrivait pas à s'en défaire. Et on a travaillé beaucoup pour essayer de comprendre à quoi ça pouvait être dû, etc. Et puis un jour, on travaille sur sa conception, la vie intra-utérine, etc. Et puis elle m'explique donc après que je l'ai invitée à aller en parler avec sa mère, elle m'explique que sa mère lui raconte qu'effectivement, enfin pas qu'effectivement, elle lui raconte que quand elle était dans le ventre de sa mère est allée passer une première échographie à, je sais plus, quelques semaines de grossesse et que donc elle était enceinte, elle y est retournée peu de temps après. Et là, la personne qui lui a fait l'échographie lui a dit, bah, en fait, il n'y a plus rien, c'est un œuf vide. En fait, il va falloir faire un curetage parce que il y a plus de, il y a plus de bébé, en fait. Il n'y a pas de bébé qui est en train de grandir, de fœtus, d'embryon. Euh, et il se trouve que c'était la grève à ce moment-là
des sages-femmes, de tout le personnel voilà, qui était sur ce terrain-là. Et donc, elle n'a pas pu faire son curetage dans les temps où on lui a demandé. Et elle est retournée faire une échographie plusieurs semaines après, avant de faire le curetage. Et là, on lui a dit, en fait, non, il y a bien un bébé qui est là. Et donc, moi, ça a fait tilt. J'ai proposé à cette personne de faire un protocole dans lequel on la reconnecte au fœtus intérieur. Donc, ça, c'est aussi la guidance du thérapeute, d'amener à essayer de recréer l'ambiance. Il ne s'agit pas de créer des faux souvenirs, hein, il s'agit juste de recréer une ambiance qui permette à la personne de s'imaginer à cet endroit-là, mais c'est tout. Et là, en fait, elle a pu ressentir euh, que, en gros, quand on était en train d'annoncer à sa mère qu'il fallait retirer qu'elle avait envie de crier. Alors, certaines personnes vont dire, mais c'est n'importe quoi. C'est vrai qu'un fœtus qui est à 3 mois, il n'a pas envie de crier. Bon, mais ça, c'est au niveau il se passe un truc au niveau cellulaire, quoi, parce qu'il y a de la vie, malgré tout, il y a de la vie. Et donc, elle me dit, je ressens que j'ai envie de crier. Et donc, je lui ai demandé de ressentir dans son corps s'il y avait des gestes qu'elle voudrait faire. Et elle me dit oui. Et je lui ai dit, bah, vas-y. Je la poussais, en fait, comment dire, à manifester par le corps, par la voix, ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Et donc, elle me dit, j'ai envie de taper comme ça contre la paroi et de dire, mais je suis là, regardez, je suis là, voyez-moi. Et là, elle a compris, tu vois, ça a fait ce truc dont on parlait tout à l'heure, ce truc de, ah, c'est ça. Là, elle a compris pourquoi son corps avait besoin d'être gros et qu'on la voit. Parce qu'en fait, elle avait engrammé dès ses premiers mois que si elle n'était pas visible, elle allait mourir. Et ça, bah, typiquement, c'est justement, tu vois, les outils qu'on peut utiliser pour aller reconnecter à ça. Et après, c'est pas magique non plus, et on peut pas, enfin, tout le monde va pas forcément y arriver. Enfin, je crois qu'il faut pas aussi mettre d'objectifs sur les séances. Parfois, on peut faire ce genre de séance, puis il se passera pas grand-chose parce que soit c'est très enfermé, parce que c'est pas le bon moment aussi. Hein, faut être prêt. Et je pense que on est bien fait psychiquement pour se protéger aussi. Donc, quand ça vient pas, c'est que c'est peut-être pas le bon moment pour soi pour y aller tout simplement. Mais quand c'est possible, euh, ça peut venir comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est le processus thérapeutique qui, si on revient sur la boîte de Pandore et la peur des personnes à s'effondrer, ou en tout cas à perdre leurs moyens ou ne pas être bien, je crois qu'il y a le courage d'un côté dont tu parlais, mais aussi le fait d'accepter qu'il y a un processus thérapeutique que le corps doit intégrer, me semble-t-il. Enfin, je crois que là, je crois qu'on est raccord là-dessus. Pour moi, c'est la même chose. Et qu'effectivement, le corps a besoin d'un temps d'intégrer aussi pour lâcher ce sur quoi il s'est construit, aussi tout simplement, et sur le trauma. Et le trauma, il s'est peut-être fait très rapidement, mais mine de rien, la personne le porte depuis longtemps. Donc, quand on porte un trauma depuis longtemps, sans détacher, euh, j'allais dire, est-ce qu'on n'a pas tous un petit syndrome de Stockholm avec notre trauma? Qu'on Ah, aime bah si. très fort, qu'on aime très très fort. Et donc, et ça c'est voilà, c'est aussi ça fait partie des réalités. Donc, et j'aime bien quand tu rappelles qu'on n'est pas enfin, que le thérapeute n'est pas magicien et c'est pas magique. En tout cas, parfois ça peut l'être et parfois ça l'est pas. Mais il y a un processus thérapeutique. Je pense que tu es d'accord avec ça sur ce processus. Alors, je suis totalement d'accord. Et oui, on n'est pas magicien parce que, comme tu dis, hein, chaque individu est unique, il est sur son chemin, euh, il a ses protections. Il y a des moments où c'est pas le moment, il y a des moments où c'est le moment. Ces moments qui souffrent sont des moments qui souvent font suite à effectivement un processus qui fait qu'il y a la sécurité pour. On n'est pas magicien et en même temps, j'ai aussi envie de dire, il- parfois certaines choses, certains outils thérapeutiques ou
On peut aussi, comment dire, c'est-à-dire que il faut aussi être vigilant. On peut aussi faire du mal si justement on utilise nos outils euh, thérapeutiques ou autres d'ailleurs, mais qu'on va beaucoup trop vite pour la personne. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'espace de sécurité. Et moi, c'est ce que aujourd'hui je vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux parce que tu vois pas ça en cabinet. En cabinet, les gens sont dans leur cabinet, en libéral, ils sont dans une démarche qui est vraiment différente, mais sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a cette espèce de course effrénée à je vais te proposer une transformation ultra rapide, que ce soit par l'hypnose, par de l'énergétique, par tel ou tel procédé. Et moi, je dis aussi attention, attention, parce que c'est pas parce que les gens viennent en se disant je veux me débarrasser de ça qu'ils sont prêts à le faire, psychiquement notamment. Et parfois, alors je ne sais pas si ça va faire écho aussi pour toi qui travaille avec l'énergétique et tout ce qui est en lien avec le chamanisme, mais c'est aussi de respecter l'écologie de la personne. Et je pense qu'il y a une grande puissance aussi dans l'énergétique, euh, mais où on peut faire du mal aux gens parce qu'on va aller trop vite. Et je le parle parce que moi, je l'ai vécu. J'ai vécu ce truc où j'avais envie d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Il y a cette espèce aussi de course effrénée parfois. Je veux travailler sur moi encore plus loin, encore plus loin. Et j'ai vécu ce moment où, en fait, en face, la personne n'a pas respecter quelque part, mais j'ai ma part de responsabilité dedans, hein, puisque j'ai laissé faire aussi, mais mon écologie, et ça a été super difficile derrière pour moi. Et de l'avoir vécu, alors ça a été assez traumatique pour être honnête, ça a été un trauma pour moi, euh, dont j'ai eu du mal à sortir, mais là où ça a été beau aussi, c'est que ça m'a permis d'encore mieux intégrer cette notion d'écologie de nos clients et de se dire que c'est pas parce que aussi il y a des choses que nous on a faites que notre client il est prêt à y aller maintenant et de respecter ça, c'est hyper important. Et c'est ce qui fait que ce processus dont tu parles, il est possible parce que c'est des petits pas. Et puis à un moment donné, il va y avoir un truc de géant qui va se passer. Puis ça va être des petits pas. Euh, et ouais, moi, il n'y a pas d'objectif à atteindre, quoi. Hmm. Et il n'y a pas de timing à se donner autour de ça. Je crois que c'est important. De laisser de l'espace, de laisser de l'espace. Et je trouve ça chouette que tu parles de ça parce qu'on n'en parle pas beaucoup et pas suffisamment, je trouve. Effectivement, quand on rentre dans un processus, enfin là c'est ma phrase, mais si tu es d'accord, on va l'utiliser. Quand on rentre dans un processus thérapeutique, en tout cas d'aller mieux, effectivement, il n'y a pas d'autre objectif que d'aller de mieux en mieux, même si parfois on doit passer par des périodes difficiles ou très inconfortables, mais qu'il y a toujours voilà, le mieux est devant, mais ce mieux n'a pas de temps. Et en fonction surtout de... Moi, quand je doute comme ça, je me dis, bon, j'ai un certain âge, il m'a fallu un certain temps pour avoir une certaine sagesse. Ouf, on a encore un peu de temps devant nous pour avoir encore un petit peu plus de sagesse tous les jours. Mais c'est vrai que ça demande du temps. Et je crois que là enfin, où ça m'interpelle et je trouve ça intéressant, c'est de se rendre compte que le corps a besoin d'un temps aussi d'intégration, vraiment, et d'être respecté là-dedans pour pouvoir finalement se dégager. Parce qu'une fois qu'on est libéré quand même du trauma, bon, on doit toujours retravailler un petit peu dessus, mais quand le grand pas dont tu parles est passé, euh, les petits pas suivants sont quand même plus légers en général. Il se passe des choses dans la vie des personnes, hein. Oui, Et ça, c'est intéressant. Et cet espace, voilà, je retiendrai vraiment enfin, plein de choses hein, de cette rencontre avec toi, mais de donner de l'espace, de donner du temps. La notion d'engagement aussi, quand même, qui est très importante. Et te connaissant, je sais que tu es une personne très engagée, et pas que dans des associations, mais dans ton travail aussi. Et on n'en a pas trop parlé, mais c'était quand même en filigrane, c'est la supervision, hein. C'est ce que vraiment aussi tu proposes, c'est la supervision de thérapeute.
Euh, donc ça, je pense que c'est aussi très important d'en parler. Et pour les gens qui sont suivis par des thérapeutes, c'est de savoir qu'effectivement, ça fait partie des indispensables d'être supervisé et que ça permet de grandir aussi, que chacun grandit aussi de son côté. Et les thérapeutes rien n'est acquis non plus pour les thérapeutes qui accompagnent. Non, non, je crois vraiment que pour être, enfin, pour moi, un bon thérapeute, c'est un thérapeute qui travaille sur lui et qui est supervisé. Hmm. Euh, on en arrive au point de se dire qu'on n'a plus besoin de personne pour superviser nos pratiques, pour venir échanger, avoir du feedback, avoir un regard plus expert, etc., euh, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et en plus, la supervision fait grandir. Ça fait grandir parce que justement, on va beaucoup plus vite pour monter en compétence sur certains sujets, pour comprendre des choses parce qu'on est accompagné par une personne qui, justement, elle s'est confrontée déjà à toutes ces situations-là Hmm. aussi. Hmm. Hmm. Les superviseurs sont eux-mêmes supervisés. C'est On se décortique tous les uns les autres en permanence sur notre mode de fonctionnement. Et c'est Moi, je complètement. suis très attachée en fait à une forme qui, après, peut-être que certaines personnes ne vont pas partager ce que moi je mets derrière, mais une forme de déontologie. Je trouve que la thérapie aujourd'hui, c'est tout le monde peut devenir thérapeute. Il y a 10 millions de formations, euh, mais du coup, et je comprends que parfois il y ait une espèce de chasse aux sorcières à travers des, 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 des craintes de dérives sectaires ou de mauvaises pratiques, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a besoin aussi de mettre un cadre déontologique autour de nos pratiques. Je pense que c'est important. Donc déjà, de se les mettre soi-même, c'est bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire là à nos auditeurs avant de se quitter, de nous quitter, de les quitter? Je te laisse le mot de la fin pour conclure cet échange autour à la fois de la spiritualité, de l'enfant intérieur et des traumas quand même, effectivement, et des blessures. Je reprends tes termes, hein, psycho-émotionnels, mais c'est vraiment ça. Mm. Ça fait beaucoup de sujets pour conclure, mais ce que j'aurais envie de partager, c'est que pour moi, il y a vraiment euh, l'essence de la vie, c'est aussi d'apprendre à évoluer, en fait. Pour moi, la vie, c'est une évolution. Et l'évolution, elle passe par la connaissance de soi, la conscience de soi et se libérer progressivement des choses qui nous ont entravés pour se révéler au monde et à soi-même, hein, de qui on est. Et oui, ça demande du courage. Oui, c'est parfois, comme tu disais, très inconfortable. Mais derrière, les libérations, les, 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 comment dire, de pouvoir reconnecter à qui on est vraiment, à la beauté de la vie, à la beauté du monde, à ses synchronicités, ses guidances, etc. C'est juste beaucoup plus léger. En fait, la vie est beaucoup plus légère. Donc moi, j'ai envie d'inviter tout le monde à faire ce travail-là. Eh bien, merci beaucoup parce que du coup, on a envie de t'appeler, d'être avec toi et de dire vas-y, sautons, soyons joyeux dans cette évolution de l'humain. En tout cas, merci infiniment, Stéphanie Marie, de nous avoir, d'avoir accepté cette invitation. Je mettrai quand même la référence du livre dont tu as parlé tout à l'heure dans les textes sur le podcast et sur la chaîne YouTube. Et toutes tes références, ton site, ta page Facebook et tout ça, vous retrouverez tout. Donc voilà, tout sera indiqué. Merci mille fois. Je te souhaite plein de belles choses, en tout cas, une bonne continuation et je te dis à bientôt. Au revoir Stéphanie. Merci à toi, Orlane, à bientôt.